grand dialogue. Sigi Kafoba. Idawani wa Makara. Le grand dialogue, l'émission des débats du studio Tamani sur votre radio. Chenni Beri. Haloud Mauni. Chenni Beri. Sigi Kafoba. Le grand dialogue. Auditeurs, téléspectateurs et à nos amis qui nous suivent via les réseaux sociaux, notamment notre page Facebook, bonsoir et bienvenue. Depuis plus d'une quinzaine de jours, des hommes armés bloquent la route reliant Douanzan à Tombouctou au niveau de Bambara-Maoudi. Une situation qui impacte fortement les passagers. La situation a fait exploser les prix de certains produits. Les commerçants et les habitants de la localité dénoncent le blocus et demandent aux autorités des solutions. Que comprendre donc à travers ce blocus des hommes armés? On en parle avec trois invités. Le premier est au téléphone, Sancherfi Alpha, notable de Tombouctou. Avec moi dans ce studio, Dr Abdoul Sogodogo, enseignant-chercheur à la faculté des sciences politiques, des sciences administratives et politiques. Dr Alpha Alhadi Kouina, géopolitologue. Je suis Mariam Maïga. Bonsoir à toutes et à tous et encore une fois, bienvenue. Le grand dialogue. La première question, je vais l'adresser à M. Kouina. Ce n'est pas la première fois qu'il y a un blocus à partir de Douanzan. On s'en souvient également quand il y a une année de cela également, il y avait un blocus à partir de Douanzan, mais cette fois-ci sur la route liant Douanzan en passant par Boni jusqu'à Agao. Et comment comprendre ce phénomène-là? Merci beaucoup, Mariam, pour cette question. Il faut savoir que Tombouctou, si on doit les rappeler, depuis 2012, est une ville stratégique au nord du Mali. Et surtout qu'avec le nom même de Tombouctou, dans l'histoire, on sait que la ville de Tombouctou, la cité mystérieuse, la perle du désert, donc c'est... Maintenir Tombouctou, c'est non seulement symbolique, mais aussi, ça peut non seulement taper sur les esprits et puis aux côtés de l'État. Mais à cela s'ajoute aussi la situation actuelle du pays. Il faut le rappeler que depuis du mois de juillet, en réalité, on est dans un retrait de l'aménagement. Donc, c'est là, en fait, il fallait directement penser à la rétrocession de certaines bases. Et ce qui est d'une manière un peu, on voit le redoublement de l'armée dans certaines zones qui étaient plus ou moins contrôlées par les groupes rebelles et aussi des groupes terroristes, il faut le dire ainsi. Et donc, si maintenant, à ce jour, les groupes extrémistes voient que l'armée est en train de progresser un peu sur certaines bases, surtout des zones qui sont un peu comme Ber et puis vers les Anafis, cela est pourrait rétrécir un peu leur marge de manœuvre à faire leur trafic. Donc, il faut d'une manière d'abord faire un blocus sur la ville de Tombouctou et essayer de voir comment est-ce que la population pourrait se rebeller contre l'État et pour voir aussi comment est-ce que l'État va réagir. Parce que si on voit que les autorités de la transition sont soumises aujourd'hui sous la pression de la population, peut-être elles vont d'une manière essayer de voir pour faire certaines choses. Mais aujourd'hui, on n'est pas encore arrivé à cela. Mais en fait, c'est que ce blocus, d'une manière, c'est une idée aussi de mettre la pression sur les autorités. Vous partagez cet avis que ce blocus des groupes armés vise également à mettre un peu plus la pression sur les autorités, notamment les forces armées maliennes? Il y a une sorte de... Bonsoir d'abord et aussi bonsoir à tous nos auditeurs et auditrices. Et merci pour l'invitation. En fait, le départ des forces internationales se manifeste à travers cette action récente. Parce qu'il faut comprendre que lors de la signature de l'accord de 2015, il y avait des zones dites contrôlées par certains groupes. Et voilà. Et donc, qui étaient a priori des zones de cantonnement des combattants, notamment de la SEMA. Et ces zones ont été, par la même occasion, par exemple le cas de Ber, étaient aussi des zones où il était reconnu que des membres du JINIM occupaient les mêmes zones. Donc je pense qu'il y avait une cohabitation paisible entre ces combattants, certains combattants du JINIM et de la SEMA. Mais les choses se compliquent à partir du moment où les forces internationales sont appelées à partir et que ces camps doivent revenir à l'État.
Et les groupes qui ont signé les accords de paix et de réconciliation de 2015, logiquement, ne sont pas dans une posture de combattre l'État. Au contraire, signer l'accord signifie s'engager auprès de l'État pour sécuriser l'ensemble du territoire national. Et donc, je pense qu'en toute logique, l'État devrait avoir à affronter uniquement des groupes terroristes. Mais on a été surpris de voir certains acteurs dire que c'était des combattants de la SEMA qui ont été attaqués et bombardés. Ça, c'est un premier élément de surprise. Le second élément qu'on peut soulever, on peut croire tout de suite qu'il y a une sorte de compétition pour l'occupation des espaces libérés ou délaissés par les forces internationales. Et pourtant, ce n'est pas à ce niveau que devrait se situer la compétition si on reste dans l'esprit de l'accord. Donc là où on en est aujourd'hui, je suis tenté de croire qu'il y a peut-être un rapport de force qu'il va falloir s'établir, et ce rapport de force est en lui-même un moyen de négociation entre les différents acteurs sur le terrain. Et parmi ces acteurs, malheureusement, il se trouve que voilà, il y a l'État, et les groupes terroristes et voilà, certains mouvements signataires. Mais est-ce que dans de pareilles situations, ceux qui se blocus au niveau de Bambara Mawodé n'étaient pas prévisibles? Est-ce qu'on l'armée pouvait déjà envisager que ça soit prévisible, faire quelque chose? Oui, bon, parce qu'on peut comprendre, parce qu'il y a un processus inachevé. Ce processus inachevé, c'est le DDA, c'est la démobilisation et la réintégration des combattants. Tant que cela n'est pas achevé, certains combattants se pensent être en légitimité d'avoir le contrôle sur certaines zones. Et même si cela reste très discutable, mais j'imagine qu'une fois ce processus terminé, on ne pourrait plus parler de groupes occupés par tel ou tel. Parce que pour ce qui concerne le terrorisme, l'État va continuer à combattre les groupes terroristes, comme ça se fait partout ailleurs. D'autres États sont en train de combattre des groupes terroristes il y a plus de 20 ans, il y a plus de 30 ans. Donc, je pense que il y a une renégociation de la notion de cantonnement et de zone à occuper et comment occuper une zone, en se disant que je suis une force, voilà, signataire de l'accord. Je pense que c'est là que se pose le problème. Oui, l'État, on ne peut pas dire que l'État est surpris, parce que du moment quand tu demandes aux forces internationales de libérer, l'État est prêt à apporter, à être présent sur l'ensemble de son territoire pour sécuriser les Maliens et leurs biens partout sur l'ensemble du territoire national. Ça, on le comprend, parce que l'État se sent en capacité, sans doute, de s'engager dans une telle opération. Et c'est pour cela elle se dit, voilà, il faut que j'assume et je joue pleinement mon rôle. N'est-ce pas? San Shirfi Alpha, vous êtes notable à Tombouctou et vous participez à cette émission de débat par téléphone. Bonsoir et bienvenue. Pouvez-vous nous dire en quoi cette route qui lie Douanza en passant par Bambara Mawodé jusqu'à arriver à Tombouctou est vitale pour les habitants de la cité des 333 Bon, c'est vital parce que c'est quand même la seule voie d'accès, de ravitaillement vers le sud du pays. Que tous les produits qui nous viennent du sud passent par cette voie-là. Alors donc, il est à reconnaître que c'est essentiel pour la continuation de cette rupture, de la chaîne d'approvisionnement pour l'économie. Déjà, comment la population vit cette situation? Parce que cela fait au moins une quinzaine de jours que cette voie est bloquée. Bon, en fait, c'est relatif parce que souvent il y a des informations contradictoires. Parce qu'en fait, à un certain moment, on nous avait dit que la route était bloquée. On nous avait dit que c'est plutôt les phares bloqués. Et il nous avait été rapporté que ça est. Et c'est ces derniers temps qu'on nous apprend qu'il y a encore le blocage. San Shirfi, nous allons vous rappeler, le son n'est pas tellement audible. Vous allez rester avec nous. Les techniciens vont essayer de vous rappeler parce qu'on a du mal à vous entendre. Mais déjà, nous allons dire que les effets de cette situation commencent à se sentir sur la population. Des denrées alimentaires sont en rupture de stock et les prix ont plus que doublé. Et je vous invite à écouter le reportage de Intala Akbilal sur la situation à Tombouctou.
Tout coûte cher à Tombouctou. Les prix de certains produits ont doublé et même triplé, se lamente un habitant rencontré ce lundi matin au marché de Yobutaou. Toutes les voies d'accès à la ville sont bloquées. Il s'agit surtout du tronçon de Gondam et la route reliant Bambara Maoudé à Douanza, regrette cet autre habitant de la ville. Aujourd'hui, tous les prix ont flambé. Les carburants qu'on payait à 700 francs, aujourd'hui on paye les litres à 1500. Tout ce qui est sucre, lait, très rare sur le marché, la population continue de souffrir. Il n'y a aucun des produits qui rentrent mais qui sort. Ce qui veut dire que vraiment la population sera asphyxiée quelques jours. Nous demandons aux autorités une aide rapide. La délégation régionale de la Chambre de commerce et d'industrie de Tombouctou estime que les préjudices causés par ces blocages sont énormes. Pour son président El Hadji Firoun, le gouvernement doit exploiter de nouveaux corridors pour l'approvisionnement de la ville de Tombouctou en denrées de première nécessité. Tombouctou est mis sous embargo. On nous a coupé toutes les routes pour nous asphyxier. Et le seul but de ça, c'est de pousser la population à se révolter contre l'État. Que l'État saisisse cette occasion pour essayer de trouver un autre couloir d'approvisionnement de nos villes pour qu'on se mette carrément à l'abri de cette concurrence déloyale. Il faut noter que le premier camion qui a tenté d'enfreindre cette mesure a été arrêté et incendié par des hommes armés. En attendant la levée du blocus, les habitants de la ville mystérieuse prennent leur mal en patience. San Cherfi Alpha, vous êtes avec nous? San Cherfi, vous êtes avec nous? Oui. Alors, vous avez la parole. Comment la population de Tombouctou vit cette situation actuellement? Bon, cette situation est vécue assez difficilement, mais il faudrait dire que, en fait, c'est beaucoup plus d'anticipation que de faits concrets. En fait, ce laps de temps ne permet pas de dire que les stocks sont épuisés. Même si la chaîne de distribution est interrompue, il y a suffisamment de stocks ici. Mais c'est simplement le commerçant, à chaque fois qu'il y a des situations comme ça, il essaie d'en profiter. Il augmente les prix et il cache les denrées. Si en fait, cette situation de blocage n'aurait pas dû se sentir sur le coup. Quelque chose qui peut se sentir bien sûr sur la durée. Mais ça n'empêche que l'État doit anticiper pour prendre des dispositions. Alors, l'État doit anticiper pour prendre des dispositions. El Hadji Firoun, le chef de la Chambre de commerce et d'industrie de Tombouctou, disait tout à l'heure dans un reportage qu'il est temps aujourd'hui que l'État puisse dégager des couloirs d'approvisionnement, d'autres couloirs d'approvisionnement pour la ville de Tombouctou. Est-ce possible actuellement? San Cherfi, vous nous entendez? Oui, j'entends. Est-ce possible actuellement que l'État puisse aller vers d'autres couloirs d'approvisionnement pour la ville de Tombouctou? Tout à fait, parce qu'en fait, le point de liaison entre le sud et Tombouctou et le sud, il y a aussi, c'est la période de crue, donc il y a les bateaux. Donc, cette voie peut être utilisée pour, comment dirais-je, que la chaîne ne soit pas interrompue. Mais ce qu'il faut dire, qu'à Tombouctou, en fait, Tombouctou est beaucoup plus redevable des marchandises qui viennent du nord, de l'Algérie, de la Mauritanie, que ceux qui viennent, comment dirais-je, du sud, de façon plus régulière. Bien que ces marchandises qui proviennent du nord, de l'Algérie et de la Mauritanie, ce soit quand même de façon informelle. Mais est-ce que ces marchandises, comme vous venez de dire, qui viennent du nord, notamment de l'Algérie et de la Mauritanie, parviennent à rentrer dans la ville de Tombouctou plus facilement? Bon, c'est là le problème, parce qu'en fait, il a été rapporté que les groupes armés terroristes disent qu'ils vont faire un blocage qui est interdit tous les camions en provenance du nord d'Algérie de Mauritanie de rentrer. Ils ont commencé à exécuter leurs menaces parce que nous avons vu un camion qui a amené du carburant qui a été brûlé sur cette voie. Donc ils ont laissé les ultimatums pour dire à ceux qui amènent leurs marchandises de ne pas les amener sous peine de représailles. Alors, San Cherfi, gardez la ligne pour le reste de cette émission, le temps de donner la parole à vos autres co-débatteurs. Monsieur Koina, quelle est donc la finalité recherchée par ce genre de méthode qui consiste à mettre un blocus sur une ville? Alors, merci beaucoup, Mariam. Alors, la première des choses qu'il faut comprendre, c'est que avec le mire de la Katiba, Talha Aboun Habib,
qui disait qu'il y a d'une manière, depuis, je pense bien, le 8 août, en fait, avait déjà décrété ce blocus dans la zone. Ça passait déjà avec les messages vocaux qu'on a su bien malheureusement écouter depuis la première semaine du mois d'août. Déjà, en fait, c'était un avertissement pour les commerçants qui passaient de l'Algérie à Tombouctou ou de la Mauritanie à Tombouctou. Déjà, on avait commencé avec ce blocus. Parce qu'on sait qu'à Tombouctou, comme mon père ça vient de le dire tout de suite, c'est que Tombouctou est plus approvisionné par le nord que par le sud du pays. Malheureusement, là, on peut dire en fait la mauvaise politique de nos gouvernements depuis 60 ans qui n'ont pas su d'une manière relier le nord au sud avec des tronçons vraiment qui valent la peine. Et donc aujourd'hui en fait il faut dire que la ville de Tombouctou, de Gao et de Kidal sont un peu plus ravitaillées par ces pays limitrophes. Donc ce qui fait que si tu as besoin du lait, de la farine, de l'huile, même du carburant, ça vient de là-bas. Donc aujourd'hui, si dans les Grands Nord, on sait qu'à Tombouctou en Algérie, il est difficile de contrôler cette zone. Mais en fait, les tronçons d'une manière, comme le disait El-Haj Chiroun, c'est que l'État pourrait prendre, par exemple, cette crise-là comme une opportunité en réalité. Une opportunité, pourquoi? Une opportunité de relier vraiment le sud au nord en approvisionnant. Maintenant, au jour d'aujourd'hui, c'est difficile. C'est difficile, mais on pourrait d'une manière essayer de faire des convois pour ravitailler la ville. La ville de Tombouctou n'est pas constituée de 1 million d'habitants. C'est à peu près disons 40 000 à 50 000 habitants. Donc il est tout à fait, je ne dirais pas aisé, mais quand même il serait un peu plus facile d'approvisionner Tombouctou que d'approvisionner Bamako. Donc aujourd'hui, si les groupes extrémistes veulent d'une manière mettre la pression sur la population pour qu'elle dénonce un peu la situation du Nord, parce qu'il s'agit de cela, parce que aujourd'hui l'armée est en train d'occuper certaines villes que les groupes extrémistes ne veulent pas. Et donc, en mettant la pression sur Tombouctou, en envoyant un peu, par exemple, des obus sur la ville, surtout sur le quartier de Bajindé, parce que je ne vois pas des cibles militaires à Bajindé. Peut-être c'est pourrait que ce soit une erreur qu'ils ont voulu cibler le camp militaire qui est à côté, mais quand même envoyer des obus à Bajindé, c'est d'une manière révolter vraiment la population en réalité, en disant d'une manière qu'aujourd'hui l'armée ne parvient pas à assurer la sécurité dans une ville comme Tombouctou. Et donc il serait vraiment important aujourd'hui que les autorités essayent de voir, par exemple, pour la crise humanitaire, cette crise-là, essayer de voir comment est-ce qu'on pourrait ravitailler plus la ville et aussi de voir aussi comment est-ce qu'on pourrait élargir un peu la sécurité sur la ville. L'armée est en train de faire beaucoup de choses, mais malheureusement, en fait, c'est que la population en demande encore plus. Alors, vous venez de dire l'armée est en train de faire beaucoup de choses, les couloirs également, les corridors, vous en avez parlé, mais actuellement, comment se rendre à Tombouctou? À part, parce que le bateau, je sais, San Chirfi l'a écorché tout à l'heure quand il parlait, c'est la saison des bateaux, mais à part le bateau, le corridor, comment se rendre actuellement à Tombouctou? Alors, c'est ce qui est un peu, disons, drôle aujourd'hui, malheureusement, en fait, quand je dis que c'est drôle, c'est qu'aujourd'hui, pour aller à Tombouctou, tu vois, quelqu'un qui est à Bamako ici aujourd'hui, il essaie de chercher à tous les moyens d'avoir au minimum les 150 000 francs pour acheter un billet d'avion. Sinon, il n'y a pas d'autre moyen. Et en plus, même le corridor, en fait, c'est qu'aujourd'hui, c'est vrai que mon père vient de parler du bateau, mais aujourd'hui, même le bateau n'est pas sécurisé parce que récemment, je pense qu'il s'était 2 à 3 jours, il y avait des finances qui ont essayé de forcer et qui ont été tirés dessus. Et puis, il y a eu même un mort, en fait. Je ne me rappelle pas de la date exacte, mais en fait, il y a eu ça. Donc, en fait, c'est que ce blocus-là, d'une manière, aujourd'hui, c'est vraiment total. En fait, c'est vraiment total. Donc, il serait peut-être bien qu'en fait, multiplier un peu comment on appelle, les patrouilles dans la zone et puis essayer de faire des convois vraiment, des convois de plusieurs camions qui puissent ravitailler la ville. Sinon, c'est pas une situation vraiment qui aujourd'hui est paisible. Docteur Sogodogo,
Quelles peuvent être les conséquences de ce genre de situation sur les populations locales? Bon, les conséquences sont généralement plus négatives, généralement. Parce que dans l'immédiat, c'est des besoins qui vont être difficiles à satisfaire, comme voilà, mon co-débatteur, les deux viennent de le dire, parce que les commerçants, et puis c'est la panique et qui fait ça, parce que on suppose qu'un tel embargo, ce n'est pas encore une semaine, hein, ça suppose qu'il y avait des provisions, mais les uns et les autres, plus par la panique, chacun veut rapidement se mettre à l'abri, et ça crée tout de suite une sorte de pénurie. Et je pense que le but recherché par les groupes terroristes qui sont à la base de ce blocus-là, c'est vraiment ça, c'est de créer cette panique-là, c'est de créer une sorte d'ingouvernabilité et qui pourrait un peu entacher la légitimité des pouvoirs publics. Mais là où ce n'est pas évident aussi que la chose soit pensée comme ça, parce que c'est que ça fait longtemps quand même que le Mali est dans une telle situation de crise, plus de 10 ans, et donc de plus en plus, l'État commence à se redéployer et à se renforcer. On a vu par exemple les interventions à Ber, ce n'était pas pensable en 2012 ou encore en 2013. Ça veut dire que les groupes essaient d'agir autrement qu'avant. Ce autrement qu'avant, c'est aujourd'hui de créer la panique encore davantage au sein des populations pour que ces derniers, comme dans certaines zones, aillent vers une sorte d'allégeance vers ces groupes. Et ce n'est pas évident à mon sens que les populations souscrivent à cette logique-là, parce que ce sont des populations éprouvées. Beaucoup de régions ont été occupées par le temps, ou de villes ont été occupées à travers tout le pays. Hein. Au centre, par exemple, je pense par exemple au centre, les villes qui ont été occupées dans la région de Mopti. Ceux qui ont occupé ces villes n'ont pas forcément apporté un mieux vivre que l'État. Et c'est pour cela, chaque fois qu'une ville est occupée, ces villes appellent l'État pour être libérées. Donc, voyez-vous, donc, ce n'est pas évident que leur objectif recherché soit atteint aussi. Ce qu'il faut peut-être, voilà, la chose pour laquelle il faut s'inquiéter, on espère que ça ne va pas durer. Parce que si un tel embargo devrait durer, ça peut avoir des conséquences très néfastes sur le processus de paix dans lequel l'État est engagé avec Effectivement, des groupes ça ne devrait armés. pas durer parce qu'on sait qu'il y a une année de cela, juste sur l'axe Boni-Gao, il y a eu 3 mois de blocus. On espère que ça va en pas 2022. Durer. Oui. Mais espérons que ça ne va pas durer. Parce que comme je le disais, parce que la conséquence, c'est le processus. Parce que aujourd'hui, je disais que les groupes armés tels que la CEMA qui sont dans la zone aussi, moi je pense qu'ils ont un rôle à jouer. Et ce rôle parce qu'ils sont inscrits dans le processus. Et ça veut dire que c'est l'État avec tous les autres acteurs engagés dans ce processus doivent s'investir ensemble, en travaillant ensemble pour... Mais est-ce que ce n'est pas parce que, Dr Sogdo, excusez-moi de vous interrompre, parce que la situation est tendue entre la CMA et le gouvernement qui favorise un tout petit peu cette situation parce que... C'est ce que je disais au début de mes propos, parce que ces zones... Et la CEMA se trouve légitime dans ces zones parce que elle se dit que c'était des zones considérées comme étant des zones de cantonnement de ces hommes. Mais bon, comme le processus de démobilisation n'est pas encore allé à ses termes, on peut comprendre que des militants soient toujours dans ces zones. Mais ce qu'on ne peut pas comprendre, ça peut être une passivité de ces militants à ne pas se déployer aux côtés de l'État, parce que ça pourrait laisser beaucoup d'autres substitutions. Voilà. Et c'est ce qui est inquiétant. Ça, c'est un premier élément. Le deuxième élément, laisser ce vide-là, ne pas avoir une action concertée en de telles périodes, peut porter un coup au processus. Et je pense que quand on regarde au-delà de l'immédiateté, sur le très long terme, parce que la finalité, est-ce qu'on veut laisser des groupes terroristes contrôler des régions ? Je ne pense pas que cela soit au profit des différents groupes engagés avec l'État dans le processus de paix. Je ne le pense pas.
Et c'est pour cela, je pense qu'une coordination des différents groupes est aujourd'hui utile et ça sera plus efficace d'agir ensemble pour sortir de cette situation-là. Sanchirfi Alpha, ces jours-ci à Tumboutou, nous avons vu que des obus sont tombés sur la ville, comme M. Kouina l'a confirmé tout à l'heure sur le plateau. Mais il y a également un camion qui transportait du carburant qui a été également brûlé. Comment la population vit cette situation d'insécurité? Est-ce que les gens ont peur actuellement? Sanchirfi, vous êtes avec nous? Je pense que nous n'avons pas Sanchirfi. Nous allons continuer cette émission avec les invités qu'on a sur le plateau. Il est un peu difficile de trouver des personnes en ligne depuis le nord du Mali, notamment dans la ville de Tumboutou. Pourrait-on dire, M. Kouina, que toute cette situation, comme il vient de l'écorcher également, est due à la résultante de la situation de Ber aussi? Parce que de plus en plus, les combats s'intensifient dans cette zone de Tumboutou. Certainement, comme Dr Sougoro vient de le dire tout de suite, si on essaie de voir aujourd'hui pourquoi cette situation perdure, c'est dû à ce que encore on n'a pas non seulement mis en œuvre les accords, mais en plus de cela, il y a une certaine confusion en réalité. Il faut le dire en réalité. C'est qu'il y a une certaine confusion dans la région de Tombouctou entre la CMA et les JNIM. Parce qu'on sait que depuis le 13, en fait, quand il y a eu l'affrontement entre les éléments du JNIM pour le gouvernement et pour la CMA, c'était au début disons, le porte-parole du CSP parlait un peu d'un affrontement avec l'armée. Et là, directement, on se posait la question si, en fait, c'est que la CMA, là-bas, à Ber, la CMA est liée au JNIM ou il y a certaines questions par rapport à ça. Et en même temps, en fait, si on essaie de voir même un communiqué de DIRPA hier, par rapport à, en fait, je pense c'était les bombardements sur Anefis. Et dans la zone aussi, on voit aussi que la CMA parle un peu de ces éléments, mais le gouvernement, lui, parle de groupes armés terroristes. Donc, et en plus de cela, il y a eu déjà un communiqué précédent qui appelait, en fait, le gouvernement appelait un peu le groupe signataire à revenir sur la table pour une discussion. Et en même temps, de l'autre côté, on voit que les membres de la CMA, pratiquement, ont quitté les grandes villes. Donc, là, on se demande un peu si vraiment on est en train d'aller vers une confrontation ouverte entre le gouvernement et la CMA, ou bien c'est une confrontation directe entre le gouvernement et puis le groupe terroriste. Donc, en fait, il y a des questions certainement qu'on se pose sur cette confusion parfois sur sur le groupe qui est en face du gouvernement. En plus de cela, il faut dire que c'est vrai que depuis 2012, à Tombouctou, dans la région du Nord, c'est qu'on a vu un peu des alliances qui se lient et puis se défendent au gré un peu des opportunités. On a vu qu'en fait, à un moment donné, à Tombouctou, parce que moi j'étais là-bas à Tombouctou en 2012 quand l'occupation s'est passée, on a vu qu'il y a certains éléments du MNLA qui sont passés en Sardine et certains quand en Sardine est devenu faible, il y a certains qui sont passés un peu au HCIA et certains sont repassés encore à la CMA. Donc, il faudra bien qu'en fait, il y ait un peu une discussion sérieuse sur la question si un peu les mouvements armés sont liés au JNIM à Tombouctou, dans la région de Tombouctou, je suis en train de début où en fait c'est juste mais sauf que à défaut de il n'y a pas que la CMA, il y a également les groupes de la plateforme également qui sont également au niveau de Tombouctou. Oui, mais en fait si on essaie de voir un peu les affrontements en réalité ici, la plateforme est un peu au retrait. Hein, en fait, sauf si je suis pas je suis pas un peu à le faire, mais je pense que c'est pour cela qu'en fait on parle plus des communiqués de la CMA que du communiqué du cadre stratégique permanent, parce que le cadre stratégique permanent est constitué de la CMA et puis de la plateforme. Mais ici, la plateforme est un peu mise à l'écart. On voit que un peu les éléments de la plateforme ne sont pas dans cette guerre pour le moment. Mais en fait, il s'agit plus de MAA
qui est de la CMA, le mouvement arabe de l'Azawad, qui est de la CMA, qui contrôlait Ber, en fait, qui est maintenant de la CMA. Mais pas la plateforme en tant que telle, en réalité. Et malheureusement, à un moment donné, en fait, c'est vrai qu'il y a eu des soupçons sur certains membres de ce mouvement qui, à un moment donné, étaient liés à des trafics. Ouais. Souvent, docteur Sogodogo, on dit que les armes ne résout pas tout. Et que souvent, il faut un dosage savant entre le bâton et la carotte, comme vous aimez le dire, vous les politologues. Donc, je voulais savoir, est-ce que dans ce genre de situation, quelles sont les démarches qui s'offrent en tout petit peu à la population locale? Qu'est-ce qu'elle peut faire d'elle-même aujourd'hui? Bon, c'est très difficile pour la population parce que elle est ici comme l'enjeu entre des forces, c'est comme la proie dans une chasse. C'est difficile pour la population de pouvoir se démêler, mais il faut faire confiance aussi à l'intelligence de l'être humain. Je pense que quand l'État se dit qu'il a pour vocation d'assurer la sécurité des personnes, vous savez que quand vous prenez un groupe terroriste, ce qu'il recherche, c'est une légitimité. Et d'ailleurs même, c'est pourquoi le terrorisme reste un phénomène politique. Les groupes terroristes pensent se battre pour le bien-être d'une communauté. Et donc c'est là où la communauté a quelque chose à dire, en faisant comprendre clairement, parfois, que telle action ne va pas dans le sens de nos intérêts. Parce que affamer une population, je ne vois pas en quoi on est utile pour lui. Vous privez une population de soins de santé, etc. Je ne vois pas en quoi on est utile pour cette population. Parce qu'occuper un territoire n'est pas être seulement présent sur ce territoire, mais c'est aussi arriver à gouverner ce territoire, à répondre à des aspirations, à des besoins des populations, à être dans le sens de leurs intérêts. Je pense que l'action des groupes terroristes n'est pas dans ce sens aujourd'hui. Et ce message, le ressentiment de la population, tout ce qu'elle peut faire, c'est de l'étaler suffisamment. Et je pense que la population aussi est déjà en train de faire ça, parce qu'on voit les gens appellent leurs parents, certaines personnes même essayent de sortir de la ville, on peut comprendre ça. Peut-être que la grande action va venir du côté des groupes armés et du gouvernement qui doivent, comme Kouenal disait tout à l'heure, qui doivent sérieusement discuter, négocier. Et ça rassure un peu de voir que la CEMA, dans une déclaration que j'ai pu voir sur les réseaux sociaux, qui s'est désolidarisée du JINEM. C'est déjà quelque chose qu'il faut souligner. Il y a aussi l'appel du gouvernement à travers le ministre de la Réconciliation, le colonel Ouagé, qui appelait les différents groupes à la table de la négociation. Ça veut dire que cette porte n'est pas fermée. Et je pense que la situation pour la paix au Mali, ça va plus passer par la négociation, la discussion entre les différents acteurs que par la réponse véritablement militaire, Parce que avant tout, ce qui est en jeu, ces populations-là, ce sont des Maliens. Et tout le monde et tous ces groupes prétendent être au service de ces mêmes populations. Mais dans de pareilles situations, qui peut être ce négociateur-là également? Parce que là, c'est une situation de peur qui s'est installée. Parce qu'il y a quelques jours de cela, excusez-moi, il y a les transporteurs de la région de Tombouctou également qui prônaient ce dialogue-là également avec ces mouvements armés. Effectivement, le dialogue, il est en cours. C'est comme ce qu'on vient de voir. Ça n'a jamais été rompu entre l'État et les groupes armés, qu'il ne faut pas confondre avec les terroristes, justement. Parce que je pense que depuis le départ du gouvernement Mokhtar Ouane, la question du dialogue avec les groupes terroristes a été refroidie. Je pense que ce n'est pas peut-être à l'ordre du jour aujourd'hui, mais ce qui reste d'actualité depuis les premiers gouvernements IBK, c'est les négociations et les discussions avec les groupes signataires qui sont dans l'accord. Et là, ça continue. Et je pense que ça, c'est naturellement en cours, mais si peut-être les populations peuvent encore raviver lui donner un second élan, tant mieux. Sinon, je pense que les deux acteurs vont progresser là-dessus. Et je pense que le gouvernement a une position très claire sur la question des camps qui étaient anciennement occupés par les forces étrangères. L'État entend les occuper. Et c'est ce qu'il faut peut-être discuter suffisamment avec les groupes armés et voir comment les combattants de ces groupes signataires vont être cantonnés et où.
justement. Et voilà, s'entendre sur le processus de démobilisation pour que ceux qui doivent être réintégrés, que ce soit socialement ou bien au sein des forces armées, etc., que cela se fasse pour qu'on sorte de cette situation-là et que les fils du pays puissent ensemble défendre l'intérêt national. Alpha Al-Haïdi, des démarches pour la levée de ce blocus-là peuvent commencer par quoi? Alors, merci beaucoup Mariam. Il faut dire que les autorités locales de Tombouctou ont déjà en réalité commencé un peu par des voies officieuses, un peu à essayer de voir comment est-ce qu'on peut négocier avec les groupes extrémistes pour qu'ils allègent un peu ces blocus. Pour le moment, en fait, on n'a pas de réponse par rapport à ça, mais quand même, il y a eu certains leaders religieux qui avaient été contactés pour entamer un peu cette démarche pour essayer de voir comment est-ce que, malheureusement, le mur parvient un peu à alléger ce blocus. Et d'abord, en fait, je pense que c'est vrai que les groupes extrémistes causent beaucoup de tort, disons, au pays, mais il est important peut-être de le voir, en fait, d'essayer de voir encore aujourd'hui comment est-ce qu'on peut négocier avec certains d'entre eux qui seraient un peu plus ouverts au dialogue. Parce que, comme le professeur venait de le dire, on ne peut pas tout résoudre en fait, avec la guerre. En fait, les armes sont là, c'est vrai, mais à un moment donné, il faudra un peu se mettre sur la table et dialoguer. C'est vrai que quelqu'un d'autre me dirait, mais avec qui dialoguer? Est-ce qu'on peut négocier avec les extrémistes? Je ne dirais pas qu'on peut négocier, mais je pense que quand même on peut essayer de ramener un peu à la raison certaines personnes et combattre les autres. Donc en fait, il faut un peu bâton et carotte, mais en même temps, il est important d'essayer de voir un peu. Il y a des moments où on essaie de voir un peu l'intérêt général. L'intérêt général, c'est quoi? C'est qu'aujourd'hui, on a un problème qui est là, qui est humanitaire. Il est difficile pour le moment, pragmatiquement, d'en finir aujourd'hui. Est-ce qu'on pourrait aller essayer de voir avec certains de ces extrémistes-là? Des fois, on parlait de IAD, avec Koufa aussi, en fait, on pourrait discuter avec eux un peu. Bon, c'est vrai que Talha fait partie du JNIM, donc sous la bannière de IAD. Donc, il faudrait d'une manière essayer de voir, expliquer, parce que déjà, le JNIM disait que, en fait, ce que la population, l'approche du JNIM, c'est de ne pas faire du mal à la population. Donc, il faut aller de cette approche-là pour montrer, en fait, au JNIM qu'en réalité, faire un blocus sur la population, c'est pas contre l'État, mais en réalité, c'est contre la population locale. Et certains pourraient déjà commencer avec ça. Et de l'autre côté aussi, il faudra que l'État essaie de voir comment est-ce qu'on peut apaiser en même temps du moment où on est en train de discuter, de faire des dialogues officieux, parce que l'État ne veut pas d'une manière faire des dialogues directs avec les extrémistes. Donc, mais l'État laisse d'une manière ferme parfois les yeux sur certaines discussions à l'interne pour des populations, parce que ce sont les populations, les autorités locales de Tombouctou. Si ces autorités-là entament ces discussions, c'est pour un peu apaiser, la souffrance de la population, mais c'est pas pour accepter de fait le pouvoir des groupes extrémistes. Donc, comme je le disais, donc il serait mieux maintenant pour l'État de voir comment est-ce que faire les corridors pour ravitailler la ville. En même temps, peut-être essayer de voir aujourd'hui ce qu'on parlait déjà dans les ANR, essayer de voir ouvrir encore les portes de dialogue pour certains extrémistes qui pourraient d'une manière se repentir. Et en même temps, les groupes signataires pourraient d'une manière revenir sur la table pour que, en fait, on puisse savoir qui ne veut pas laisser les armes aujourd'hui et qui combattre demain. Mais si cette situation demeure, s'il n'y a pas de solution rapide, ne faudrait-il pas craindre aujourd'hui un soulèvement de la population locale à Tombouctou, comme on a l'habitude de voir?
Certainement, c'est à craindre, mais moi je suis confiant, je suis de Tombouctou, je suis confiant que la population de Tombouctou est résiliente et je suis convaincu de l'intelligence de nos autorités locales qui trouveraient des solutions avec le gouvernement, mais aussi d'essayer de voir comment est-ce que cette situation pourrait s'accalmer, on peut avoir un peu d'accalmie et aussi ravitailler la ville. Alors il nous reste 5 petites minutes pour clore cette émission, le temps de faire une question tour de table. Je commencerai par vous, docteur Sogodogo. Vous l'avez tantôt également, vous avez parlé de ça également dans vos propos. Cette situation se déroule au moment où il y a la rétrocession de certaines bases de la MINUSMA à l'État malien, notamment 2 dans la région de Tombouctou, le camp de Goundam et celui de Ber plus récemment. Est-ce que la situation géographique de Tombouctou actuellement n'est pas un enjeu pour ce genre de situation? Évidemment, dans le conflit que le Mali a connu, c'est 2 choses qui se sont mélangées. Hein. Vous avez des groupes qui se battaient pour l'indépendance d'une partie du territoire et vous avez des groupes terroristes qui, certains d'entre eux, se battaient pour fonder un État islamique, ou bien même si ce n'est pas fondé carrément un État, c'est d'islamiser l'ensemble du pays. Et ce projet même ne s'arrête pas seulement qu'au Mali, mais c'est pratiquement toute la zone du Sahel qui serait l'ambition de certains groupes, tels qu'Acmi, Moudjaou, etc. Donc, dans ce mélange-là, vous savez, chaque acteur, pour exister et avoir une véritable force, être considéré comme tel, a voulu contrôler un territoire. Et aujourd'hui, la situation qui est nouvelle, qui est le fait que l'État désormais n'a plus de ses partenaires classiques et il est seul et il veut véritablement imprimer sa vision, sécuriser tel qu'il le sent, ça crée quelque chose de nouveau. Donc c'est un enjeu nouveau qui est un enjeu de contrôle et de subsistance et de survie pour certains groupes. Et donc, certains sont tentés de jeter toute leur dernière force dans la bataille. Mais ce qui est regrettable dans ce jeu, on le disait toujours, c'est les pertes de vie humaines, c'est la lenteur de ce processus de paix, c'est le maintien du pays dans une situation difficile. C'est ce qui est très regrettable. Donc, ce n'est pas un spectacle dont on peut se réjouir d'observer et analyser. Donc, c'est justement cette question, parce que désormais, le fait que l'État entend, avec le départ des forces internationales, occuper lui-même tous les territoires, ça crée un problème. Parce que ceux qui se sont habitués, là je fais allusion aux groupes terroristes, qui se sont habitués à contrôler, à occuper, à administrer des zones telles qu'ils le veulent, parfois par la violence, par la distribution évasive de justice, vont devoir aujourd'hui disparaître peut-être. Et donc c'est ça. C'est ça qui complique maintenant. Docteur Alpha Al-Hadi Kouina, la situation géographique de Tombouctou n'est-elle pas aujourd'hui un enjeu entre les groupes armés et l'armée régalienne? Alors, Tombouctou a toujours été un enjeu. Dans l'histoire, si on essaie de voir un peu, c'est que tous les empires, en fait les empires de l'Afrique de l'Ouest ont essayé d'occuper Tombouctou. Occuper Tombouctou, c'est déjà une grande chose. Mais pour ceux qui, dans cette situation géopolitique actuelle, on sait que Tombouctou, c'est pratiquement l'ombril dans le nord. En fait, c'est qu'il faut transiter un peu par Tombouctou pour arriver à beaucoup de zones. Et surtout que Tombouctou, aujourd'hui, c'est vrai que administrativement, il y a Taoudouline qui ne fait plus partie, mais quand on parle de Tombouctou, directement, on sait qu'il y a une grande zone qui est traversée. Et aujourd'hui, malheureusement, on voit que selon les données qu'on appelle les données humanitaires, il y a plus de 33 000 personnes qui ont quitté la région de Tombouctou préventivement parce qu'ils ont vraiment peur des représailles des groupes extrémistes. Et parfois, en fait, on parle un peu de ce qui pourrait venir de l'État.
Mais c'est qu'aujourd'hui, il faut dire que la ville de Tombouctou est vraiment un enjeu et il serait vraiment important pour l'État de déployer encore plus d'efforts dans cette zone et essayer de voir comment est-ce qu'on peut combattre les extrémistes qui sont retranchés. Alors, c'est sous vos mots que va prendre fin cette émission de débat Le Grand Dialogue qui réfléchissait sur le blocus autour de la ville de Tombouctou, un blocus, dont les groupes armés ont mis sur Tombouctou aux environs de la ville de Bambara-Maudé. Grand merci à nos invités, Dr Abdoul Sogodogo, enseignant-chercheur, Dr Alpha Alhadi Kouina, géopolitologue. On avait Sanchirfi Alpha, notable de Tombouctou, mais avec le réseau, il nous a lâchés. À la régie son et vidéo, il y avait Salim Djouara et Mamadou Ouattara. Cette émission a été réalisée par Imrana Kilou Maïga. Je suis Mariam Maïga. Grand merci à vous et on se donne rendez-vous pour une prochaine fois.